guys et bienvenue chez Comment Vivre Vivant. Ok, aujourd'hui on va parler du mariage. Oui, parce que je sais que vous aimez quand j'aborde ces sujets-là. Des sujets de relations, parce que plusieurs d'entre vous m'ont déjà adopté comme une grande sœur et me disent à quel point mes conseils de grande sœur vous aident dans votre vie quotidienne. Et vraiment ça me va tout droit au cœur, parce qu'au départ, quand je créais cette chaîne, c'était pour parler du développement personnel, et prendre soin de soi faisait juste partie du développement personnel, parce que ce n'est pas ça en soi. Mais avec le temps, les gens ont plus aimé mes contenus skincare et tout, raison pour laquelle quelque part je me suis un peu mise à créer plus de skincare. Avec le temps, je me suis dit bon, je vais pas trop spécialiser ma chaîne en faisant juste skincare, je vais aussi parler de ces sujets là qui handicapent nos vies. Et les relations sont importantes, surtout le mariage, parce que quand tu échoues dans le mariage, c'est que tu as échoué ta vie. Peu importe à quel point tu es brillante, belle, à quel point tu es ambitieuse et tout, si tu fais le mauvais choix dans ce domaine particulier qui s'appelle le mariage, tu vas payer cher. Le choix du partenaire impacte ta vie et ton devenir futur. Donc c'est un point essentiel et plusieurs ont du mal avec ça. Je ne suis pas ici pour vous donner des leçons, mais ce que je veux vous dire ici là, c'est ce que j'ai observé. Après avoir vu tellement de mariages problématiques, des mariages heureux, des relations qui n'ont pas fait long feu, des mariages qui sont finis de manière précoce. Si vous ne prenez rien de cette vidéo, prêtez attention au premier et au dernier point, c'est-à-dire au premier et au 10e point. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas importants, c'est juste pour vous dire que en termes d'importance, il y a des erreurs qui sont encore plus graves que d'autres. C'est une vidéo inédite comme d'habitude, vraiment restez scotché jusqu'à la fin, prenez un truc à manger, installez-vous et let's begin. La réussite ou l'échec d'un ménage commence avec toi. Donc même avant que tu ne rencontres cette personne, on peut déjà te dire si cette relation même que tu envisages, que tu imagines, va réussir ou pas. Oui. Et plusieurs personnes, comme j'ai dit, sans être entrées dans le mariage ou sans rencontrer cette personne, ont déjà échoué parce qu'ils commettent des erreurs monumentales et qu'ils ne se rendent compte qu'après. La première erreur que les gens commettent, c'est choisir des gens avec qui ils n'ont aucun, sinon rien en termes de background. Quand je dis background ici, je veux dire le pays, la race, la famille, l'historique de la famille et tout le reste, le passé de la personne. Vous n'avez rien en commun. L'éducation de chacun est basée sur son vécu et son background, c'est-à-dire son histoire, son passé, le type de famille dans laquelle il a grandi, les choses auxquelles il a été exposé, sa race même, parce que de nos jours, oui, ce que tu vas devenir dans ce monde dépend de ta race, c'est-à-dire ta couleur de peau. Ça dépend de la famille dans laquelle tu viens. Est-ce que tu viens d'une famille monogame ou polygame? Est-ce que tu as été élevé par une mère célibataire? Est-ce que tu n'as pas été élevé par tes propres parents? Est-ce que tu as grandi chez les gens? Tout ça joue un rôle sur le devenir de la personne, sur l'adulte que la personne sera. Les traumatismes auxquels la personne a été exposée, son historique, s'il est africain, si ses parents étaient avant des esclaves et maintenant ils sont devenus... Vous voyez, il faut regarder ces choses-là. Et quand vous choisissez des gens qui sont tellement différents de votre background, ça devient très problématique. Raison pour laquelle plusieurs mariages interraciaux ne fonctionnent pas. Soit interracial ne fonctionne pas, soit comment je vais dire ça? Genre des gens de différents pays. Parce que vous pouvez être même tous les deux noirs, mais vous n'avez pas la même histoire. Un noir américain n'a forcément pas la même histoire qu'un noir africain ou un noir de l'Amérique du Sud. Il faut que ce soit une personne avec qui vous avez quelque chose en commun, une identité en commun. Le couple d'un blanc américain avec un noir américain va mieux passer que le couple d'un noir américain avec un noir africain. Vous comprenez? Quand tu es africain et que tu vas chercher par exemple une blanche, c'est vrai qu'il y a des blanches ou des blancs qui sont bien. Mais dans ça,
pour que ça fonctionne ou que ça ressemble à quelque chose qui fonctionne, tu vas devoir faire tellement de compromis qui vont plus tard créer des soucis. Quand on quitte même de l'Afrique, quand on vient ici là, en Europe, nos parents nous disent que tout sauf un blanc. Pas parce qu'ils sont racistes, mais parce que l'expérience a prouvé que ces couples-là sont difficiles. Quand vous êtes encore dans l'amusement, c'est bien beau, ça passe, c'est monté, c'est descendu. Mais quand il faut faire les choses sérieuses, quand les deux familles doivent se mélanger, la plupart du temps, c'est comme l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Puis encore, s'il arrive que l'un des partenaires décède, la plupart du temps, l'autre prend les enfants et part dans son pays. Ou bien retourne chez lui. Et la famille de l'autre n'ont plus jamais l'opportunité de voir les enfants de leur enfant décédés. La vie de couple est tellement difficile que si tu peux te simplifier la tâche en prenant quelqu'un avec qui vous avez des choses en commun, vraiment, take it. Take it. Parce que même avec ta soeur ou bien ton frère du même pays ou du même continent, c'est déjà compliqué. Quand tu vas encore aller là-bas en Occident ou aller au bout du monde, il y a même d'autres qui partent même en Chine, chercher les Chinois. C'est bien beau sur le papier. Vous allez faire les enfants très mignons parce que le mélange asiatique-africain est très mignon, c'est très beau. Mais à la fin, ces enfants-là n'ont même pas d'identité. À la fin, ces enfants-là sur les papiers ne savent pas qui ils sont en fait. Ils ne sont pas assez asiatiques, ils ne sont pas assez africains. Dans les deux communautés, ils seront comme des parias. Et parfois même le fait que vous soyez aussi différents fait en sorte que vous avez des différentes perspectives, des différentes choses qui vous tiennent à cœur. Par exemple, un Africain serait sensible au fait que son peuple a subi 400 ans d'esclavage et va vouloir peut-être être un activiste politique pour délivrer son peuple, mais l'autre partenaire ne va pas comprendre ça. Ou bien l'autre vient de ceux-là qui ont été les bourreaux. Ce sont des débats qui deviennent très compliqués. Il y a des choses que l'amour ne peut pas gérer. Il y a des choses que vous aimez, c'est bien beau, mais... Bref, plus bas, on va voir un autre point qui va mieux élaborer le côté de l'amour là. Il y a aussi des situations où une personne qui a été élevée avec une mère célibataire et une personne qui a été élevée dans un foyer avec ses deux parents peuvent être source de conflit. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours le cas, but ça peut arriver. Parce que celle-là, elle n'a peut-être jamais vu comment on traite un homme. C'est qu'une femme ou bien le rôle d'une femme dans un foyer, elle n'a jamais vu. Raison pour laquelle avant, quand nos parents se mariaient, on regardait la famille de la fille et tout, c'est que sa mère fait et tout. Si ta mère avait quitté le mariage, si ta mère fait ceci, on ne n'épousait pas ton enfant. Que ce soit bon ou mauvais, la plupart du temps, ça joue un rôle. Ou bien une personne qui a grandi dans un foyer polygame et une personne qui a grandi dans un foyer monogame. Il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Il faut qu'il y ait une sorte de complémentarité ou de similitude dans votre background en termes de race, en termes de dynamisme familial. Parfois, quand je vois les gens venir d'ailleurs se mélanger, c'est bien beau sur le papier. Mais quand tu parles avec ces gens-là, parce que j'ai déjà eu à parler avec des clients, par exemple, qui ont épousé des Allemands ici, j'ai des tatas comme ça, et elles-mêmes te disent, ce n'est pas facile. C'est le genre que vous n'allez jamais pouvoir atteindre un certain degré de complicité. Parce qu'il y a certaines vérités ou certaines réalités qu'il ne pourra jamais comprendre, peu importe à quel point tu expliques. Ou bien tu vas passer toute ta vie à traduire tes émotions, à t'expliquer, à te réexpliquer. Ça serait jamais le genre que il va se comporter d'une certaine façon, d'une manière instantanée parce qu'il comprend que c'est comme ça. Quand par exemple un Allemand va dire que je vais t'épouser, tu vas devoir l'expliquer qu'ok, chez nous, il faut faire le toqué-porte. Il faut faire la dot. Et dans la dot, tu dois donner une somme considérable à ma famille. Chez nous, il faut. Certains acceptent, mais d'autres disent jamais qu'ils ne comprennent pas ça. Que c'est comme si on est en train de te vendre. Ils n'arrivent pas à intégrer ça. Tu vas passer autant à expliquer. Je connais même des femmes qui m'ont dit que elles ont pris leur propre argent, donné à sa famille pour que ça fasse sa dot. Parce que son gars n'arrivait pas à comprendre le fait qu'on doit la doter. Alors qu'un Africain ou ton frère, Camerounais ou Congolais ou Sénégalais ou Malien, c'est que quand je dis que je vais épouser la femme, c'est d'ailleurs, c'est même pas elle que je dis. Je lui dis seulement, j'ai envie d'aller rencontrer tes parents. Là, elle comprend que c'est de mariage dont il sache. Et ce n'est qu'après avoir vu tes parents demander leur permission et qu'ils acceptent la relation que tu peux même aller faire les trucs que vous mettez à genoux pour demander à la femme en mariage là. Parce que certains d'entre vous, vos parents apprennent que vous allez vous marier sur les statuts WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du moins nos traditions. Notre tradition voudrait que quand tu vois une femme qui t'intéresse, tu demandes qui sont ses parents et tu pars rencontrer son père. Tu pars rencontrer son père,
Tu poses ton problème. S'il accepte, oui, maintenant tu peux parler à la fille. Si la fille aussi accepte, maintenant on peut continuer. C'est même à l'heure là maintenant, quand les parents ont accepté, qu'on a déjà fait le toquet porte pour faire même connaissance, que tu peux aller déjà organiser votre truc là maintenant seulement pour une mise en scène. Le background est important. Plusieurs relations échouent aujourd'hui parce que ils ont choisi des gens avec qui ils n'avaient rien en commun en termes de background, en termes d'histoire. Le passé est important, le présent est important, le futur est important. Vous devez avoir, non seulement avoir un passé commun, un présent commun, mais aussi un futur, c'est-à-dire vos objectifs doivent s'accorder. Même si ce n'était pas le cas avant, l'autre doit épouser la vision de l'autre, ou bien vous devez créer une vision pour vous, pour votre couple. Quand je vous parle de couple, on parle de ceci avant le mariage, très peu de personnes évoquent ces facteurs, le background. Alors que ça joue un rôle primordial dans le couple. Ne faites jamais d'erreur. Ne faites jamais. C'est pas pour dire que le fait que tu prends une fille ou un homme de ton pays ou de ton village garantit le succès de votre relation. Non. Mais il faut mettre ça derrière ta tête. Même si ce n'est pas un gars de ton village, que ça soit au moins quelqu'un qui s'est frotté. Je connais des gens qui ont épousé, moi je suis peut-être de l'ouest, je connais des gens qui viennent du centre, du sud ou du littoral du Cameroun qui ont épousé des filles de l'ouest parce que tellement ils ont vécu à Tchankeu, ils savent comment ça fonctionne. D'ailleurs même, dans le même pays encore ça va même. Parce qu'il y a tellement de choses en commun. C'est souvent des différentes races, des différents continents là qui est très très difficile. Et oubliez les bisounours que les gens viennent vous montrer sur les réseaux sociaux là. Les relations interraciales sont difficiles, surtout les mariages. C'est difficile. Il faut avoir ça. Il faut être très diplomatique et très stratège. Je ne dis pas le genre de mariage que vous vous êtes coupé de la famille, du mari ou de ta propre famille, mais vous vivez là. Non, je dis le genre que vous êtes intégré dans la famille. C'est très, très, très difficile. Vous pensez que les relations entre nous, les Africains, sont difficiles? Allez parler à ceux-là qui ont épousé les Blancs ou des gens qui viennent de différents continents. Je connais bien même une Camerounaise qui épousait un Indien. C'est vrai que les Indiens ont beaucoup le sens de la famille, un peu comme nous en Afrique, mais ce n'est pas évident. Vous devez beaucoup faire pour vous intégrer. Il y a tellement de choses. Et parfois, les mariages ne tiennent pas à cause de ça. Donc ça, c'était la première erreur que les gens commettent en choisissant des gens avec qui ils ont des différents backgrounds. La deuxième erreur que les gens commettent, c'est baser son couple sur l'amour, le sexe et l'argent. J'ai ri un peu. Je sais que la raison pour laquelle plusieurs se marient aujourd'hui, c'est le fait que « oh, je l'aime »,« oh, il est riche »,« oh, il fait les 4 coups ». C'est très superficiel et très fragile comme base de mariage. Et quand je dis même amour, la plupart du temps, vous pensez que vous aimez. Vous n'aimez pas. You are not in love. Vous vivez ce qu'on appelle en anglais infatuation, c'est-à-dire une attirance. Ce que vous ressentez là, c'est de l'attirance, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas ce que vous pensez là. L'amour est plus profond que ça. L'amour pardonne tout, comme on dit. L'amour est patient. L'amour ne se fâche pas. Il y a un passage dans la Bible qui définit l'amour. Va lire ça. Tu fais comparaison. Si l'amour que tu dis ressentir pour la personne là, c'est le genre là. Si ce n'est pas le genre là, c'est que ce que tu ressens là, ce n'est pas l'amour. Tu aimes seulement cette personne là parce que cette personne là a certains critères. Si la personne là perd ses jambes aujourd'hui, se fait brûler par l'acide et que son visage n'est plus comme tu connais là, est-ce que tu vas encore aimer la personne? Si la personne commence à se comporter d'une certaine façon, est-ce que tu vas encore aimer la personne? Vous pensez que vous aimez, mais vous n'aimez pas. Et c'est quand tu épouses même la personne, toi-même tu vas voir. C'est vrai que c'est bien beau au départ, c'est l'amour. Mais quand tu épouses la personne et que vous vivez ensemble, tu vois comment ton amour est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. Tu ne ressens plus un amour tellement enfantin, parce que je vais appeler l'amour là enfantin. Ce qu'on ressent au début là, c'est oh je t'aime, oh c'est ci, oh c'est là. Quand vous entrez dans le mariage, il y a toujours cette période là où tu es frappé par la réalité. Cette période-là, tu commences à même te poser les questions. Est-ce que j'ai jamais fait le bon choix? Est-ce que peut-être il aurait dû trouver mieux si j'avais été un peu patiente? Vraiment, c'est monté, c'est descendu. Il fait trop si. Tu vois comment c'est comme si on a enlevé un ruban de tes yeux et subitement tu vois tous les défauts de la personne. Tu commences à te dire, mais je suis où? Je suis où? Je suis où comme ça? C'est monté, c'est descendu. Pourquoi il fait comme ça? Il n'était pas comme ça avant. Plusieurs couples cassent en ce moment-là parce qu'ils n'arrivent pas
à traverser ce moment. Et c'est comme ça que les fissures pendant ce moment-là se créent dans le couple. Des fissures qui ne vont faire que grandir, grandir, grandir jusqu'à ce que demain, quand ils vont mettre fin à la relation, tu vas voir que le problème vient de depuis le moment-là. Ils n'ont pas pu traverser ce moment. Ils n'ont pas pu évoluer. Leur amour n'a pas évolué. Parce que quand tu traverses ce moment-là, tu arrives maintenant dans ce qu'on peut appeler l'amour. Tu peux vraiment dire que oui, j'aime cette personne. Parce que tu es au courant de ses défauts. Tu es au courant de tous ses vices. Tu es au courant de tout ça. Tout ce qu'il y a de négatif ou de noir en lui. Mais malgré ça, tu l'aimes et tu n'imagines pas ta vie sans la personne. Tu es aussi au courant de ses qualités. Tu l'aimes comme ça. Tu peux enfin le voir tel qu'il est, tel que son Père créateur l'a fait. Et tu l'aimes comme ça. Là, c'est ce qu'on appelle l'amour. Vous êtes là. Pour vous, c'est que non, il est riche. Je l'épouse. Oh, il fait les 4 coups. Ma chérie, quand on se marie, on ne fait même plus l'amour. Hein? Vous avez trop de problèmes, vous avez trop de projets. On ne fait même plus. Si, pour les couples même qui sont très très forts, tu vas voir qu'ils font même 2 fois la semaine. Ça, c'est vraiment très bon. 2 fois la semaine, c'est bon. Sinon, il y a d'autres que tu vas voir, ils vont rester comme ça. Là, ils se regardent seulement. C'est comme si c'était les colocataires. Mais ils sont très heureux, c'est même pas un problème. Ils sont là. Donc, si tu bases ton mariage sur le sexe, sur l'amour et sur l'argent, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. C'est l'erreur que plusieurs font. Ils ancrent dans les choses en se disant qu'ils sont trop sages. Quand tu veux te marier, ça ne veut pas dire que tu es en train de vouloir piéger la personne. Genre, tu es en train de jouer un jeu à qui va gagner. Non. Moi, je dis toujours à ceux qui me posent la question que quand tu veux te marier, il faut venir avec l'intention de donner et pas de prendre. De donner, de construire quelque chose et pas de prendre des choses aux gens. Que non, j'ai choisi telle personne parce qu'il va m'apporter ci, il va m'apporter ça. La plupart du temps, tu seras déçu. Et c'est comme ça que l'amertume va s'installer dans ton cœur. Tu seras aigri. Et c'est comme ça que ton comportement va changer. Parce que quand tu viens dans une relation en attendant des choses, et que ces choses-là, et que tu n'arrives pas à obtenir ces choses-là, ce qui est sûr, ton comportement va changer. Parce que tu faisais les choses pour plaire. Parce que tu avais une idée derrière la tête. Et la plupart du temps, quand tu viens là, et que tu as des intentions ultérieures, tôt ou tard, tu es exposé. On va voir qui tu es. Tu es exposé. On saura que tu ne l'aimais pas vraiment. Que ce que tu faisais là, c'était... Comment je vais dire ça? C'était le feu. Parce que tôt ou tard, la vie nous met au test. Même si lui, il ne se rend pas compte, la vie va te tester. Et on va voir tes vraies couleurs. Et là, il saura qu'il s'était trompé. Et c'est comme ça que le couple va faire... Va voler en éclat. Troisième erreur que les gens font avant de dire oui, c'est de ne pas voir le sens de l'engagement et de la responsabilité. Le mariage, c'est les responsabilités. Quand tu as affaire à une personne qui ne sait pas prendre ses responsabilités, respecter ses engagements, vraiment, fais-toi une faveur, ne l'épouse pas. Homme comme femme, ne l'épouse pas. Il y a des gens qui aiment faire des excuses, donner des excuses. Je n'ai pas fait ci parce que, je n'ai pas fait ci parce que. Il y a toujours une excuse parfaite pour laquelle il ou elle n'a pas fait tel truc ou tel truc. N'épousez pas ces gens-là, sont les mots de tête que vous vous donnez. Ce genre de personnes vont te faire, je sais pas, tu vas devenir folle ou fou. Comme femme. Non, je ne l'ai pas préparé parce qu'il m'a mal parlé. Non, je me suis pas occupée des enfants parce qu'il est rentré, il ne m'a pas salué. Non, oh, what? Parce que quand tu vas te marier là, tu ne vas plus dépendre de tes humeurs. Que tu sois fâché ou pas fâché, les enfants doivent manger, ton mari doit manger, la maison doit être nettoyée, tu dois aller travailler. Things have to be done, les choses doivent être faites, exécutées. Si tu vois que tu n'es pas prête, ma chérie, fais-nous une faveur, ne te marie pas. Ne fais même pas d'enfants. Avant, on tirait sur les gens qui ne voulaient pas faire les enfants là et tout. Aujourd'hui, sachant ce que je sais, je dis seulement que ma chérie, si tu n'es même pas prête, si tu n'es pas prête, pardon, fais-toi une faveur, n'accouche pas l'enfant là. Ne fais pas venir un enfant sur terre pour qu'il souffre. Non, ne le fais pas venir. Parce que comme le mariage, avoir un enfant, avoir un enfant est un engagement plus grand que le mariage. Raison pour laquelle je suis souvent un peu outrée quand j'entends les hommes dire « Oh, il ne veut pas épouser une femme, mais il veut bien que cette femme-là accouche son enfant. Il a envie d'être un père, mais il ne veut pas être un mari. » Entre les deux, quel est le plus grand engagement? C'est avoir un enfant. C'est un engagement plus grand.
Et c'est même parce que tu veux avoir cet enfant-là que tu dois créer un foyer stable dans lequel il va grandir en épousant cette femme, en fondant une famille. Donc si tu as le genre de personne, ou bien si tu es, ou si tu as, genre les gens qui n'aiment pas les responsabilités, qui n'aiment pas prendre les engagements là, qui n'aiment pas respecter leur engagement ou prendre les responsabilités, ma chérie, banque-les, ils vont te perdre le temps. Et toi-même tu dois te regarder, est-ce que tu es le genre de personne, vraiment de manière honnête, est-ce que tu es le genre de personne qui trouve les excuses, qui respecte ses engagements, qui est responsable, que même quand ça fait mal, elle est prête à faire ce qui est juste. Je dois faire ce qui me revient, je dois faire mon devoir. Si tu vois que tu n'es pas le genre de personne là, pardon, shift one side. Ce n'est pas mauvais. Laisse-toi encore le temps pour grandir, prendre un peu en maturité. Et le moment venu, tu vas te marier. Parce que parfois même la pression sur les gens qu'à tel âge tu dois être marié. Non, ce n'est pas tout le monde qui a les épaules pour supporter ça. Non. Il y a des filles avec qui j'ai parlé qui ont 30 ans, 35 ans, mais immatures. Tellement immatures. Elles ne sont pas prêtes à se marier. Elles ne peuvent pas gérer un foyer. Quand j'ai vu l'autre, je lui ai dit, oh, que ma chérie, avec ce comportement, tu ne peux pas gérer un foyer. Elle ne peut pas gérer un foyer. Je ne dis pas ça parce qu'elle ne sait pas cuisiner, non. Parce que savoir cuisiner, c'est une chose. Mais prendre la responsabilité de te lever tous les jours et veiller à ce qu'il y a à manger à la maison, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi-même, avant de me marier, je connaissais préparer. Mais maintenant, c'est devenu une responsabilité. J'ai pris un engagement que tous les jours, je vais veiller à ce qu'il y a à manger à la maison. Je vais réfléchir à ce que ma famille va manger. Je suis responsable de leur alimentation. Ça, c'est une responsabilité. Et tu dois t'assurer, tu dois le faire. Que tu sois heureuse ou pas, que tu sois, je ne sais pas trop. Pour d'autres, même si tu es malade, tu dois veiller à ce qu'il y a à manger à la maison. Même si tu as voyagé, tu dois veiller à ce qu'il y a à manger à la maison. C'est une responsabilité. Et quand on dit qu'on a pris un engagement, ou que c'est une responsabilité, on s'en fout des humeurs. On s'en fout si la nuit là tu t'es disputé avec ton gars jusqu'à je sais pas trop. Les enfants doivent manger, les enfants doivent aller à l'école, la scolarité des enfants doit être payée, le loyer doit être payé, les charges de la maison, lumière, autres, tout doivent être payés. Ça, si ta femme t'a énervé ou si elle t'a pas énervé, tu dois faire ce qui te revient. Et si tu penses que tu n'as pas cette maturité, tu n'as pas le sens de l'engagement ou des responsabilités, abstiens-toi. Parce que quand on vous parle du mariage, vous pensez que ce sont les bisounours. Ce n'est pas le bisounours. Moi, je dis toujours que les contes de fées s'arrêtaient à y vécu heureux beaucoup d'enfants parce que c'est là-bas que le ruban quitte des yeux, qu'on voit la réalité. C'est là-bas que les vraies choses commencent. Ce que vous avez vécu avant là, c'était rien. C'est quand tu dis oui, je le veux là, le lendemain là. C'est là-bas que les vraies choses commencent. Donc, raison pour laquelle vous allez voir des femmes qui vont dire que non, je ne sais pas ce qui arrive à mon mari. Mon mari n'est pas l'homme que j'ai épousé. Mon mari n'est pas l'homme que j'ai épousé. Et ma femme n'est pas la femme que j'ai épousée. C'est la femme que tu as épousée, mon frère. C'est l'homme que tu as épousé, ma soeur. C'est juste que le moment là, tu avais choisi de voir ce que tu voulais voir. Peut-être vous ne vivez même pas ensemble. Pour d'autres, même ils vivent ensemble. Mais le moment où on signe l'acte là, le moment où on pas dit oui, je le veux, mets que la main en l'air comme ça. C'est là où tout finit. C'est là où plusieurs disent que plus besoin de faire semblant. La quatrième erreur que plusieurs font avant de dire oui en 2025, c'est tolérer les petites erreurs. Sache que le mariage amplifie tout. Le mariage amplifie tout. Donc sois exigeant dès le départ. N'accepte pas certaines choses parce que tu as envie que la fille accepte de t'épouser ou tu as envie que l'homme la t'épouse. Non. Tape sec. Comme on dit au quartier, tape sec. Comme ça, si ce n'est pas bon dès maintenant, on arrête. On gagne en temps. On ne dure pas dans mauvais rêve. Oui. Comme ça, dès maintenant, on gagne en temps. Tout ce que tu tolères là, les petits mensonges, les petits injures, les petits ceci, cela, manque de respect là, sache que ça va s'amplifier dans le mariage. Les petites tromperies, les petits messages que tu vois un peu défiler dans son téléphone là, si tu tolères ça, ça va s'amplifier dans le mariage. Sache qu'il va même venir maintenant avec les femmes dormir sur votre lit conjugal. Tu dois taper la main sur la table. Taper la main sérieusement sur la table. D'ailleurs même, il se deal breaker. Si quelqu'un commence à te tromper quand c'est encore le copinage, ma chérie, banque-le. Banque-le, s'il ne peut même pas se retenir. Parce que le copinage ou la phase du copinage est censée être la lune de miel du couple. C'est la lune de miel, c'est là où tout normalement doit bien se passer. Pendant le copinage, mon gars et moi, c'était jamais discuté. Jamais, c'était yay. Je ne savais même pas qu'il pouvait parler fort. Parlait toujours très doucement. Ceci, il était tellement doux.
Mais la première fois qu'on s'est disputé, c'est quand je suis arrivée chez lui. Donc le copinage est censé être la lune de miel. Donc si dans la lune de miel, il te trompe déjà, qu'est-ce qu'il va faire quand les masques vont tomber? Il va t'amener les chisas de partout. Il va poursuivre toutes les filles en jupe autour de lui. Donc dès maintenant, là, ma chérie, banque-le. Banque-le. Ne dis pas que non, parce que ça, il m'a demandé pardon. Il a dit qu'il va... Non, je dis non. Sois exigeante dès le départ. Parce que quand tu vas entrer au mariage et que tu vas prendre le poids, tu auras les vergetures, les enfants vont te tirailler, tu n'auras même plus le temps de t'apprêter. Il va alors faire comment? Alors que dans le copinage, là, tu as encore pimpante, tu as un corps de rêve et tout, il commence à se tromper. Quand tu vas alors prendre de l'âge, du poids, tu vas être délaissé dans le couple, il va faire comment? Banque-le. Pardon. Faut le banquer. Ça montre qu'il n'est pas fait pour le mariage. Surtout ceux-là qui ne peuvent pas contrôler leur libido, qui ne peuvent pas être loyal, fidèle à un partenaire là, vraiment. Tu dis seulement Dieu merci, comme tu as vu ça tôt, et puis tu le jettes à la poubelle. Cinquième erreur que les gens font avant de dire oui en 2025, c'est l'immaturité émotionnelle. Comme je disais, pour ceux-là qui ne sont pas responsables, qui ne savent pas respecter un engagement, il y a plusieurs personnes qui ont une immaturité émotionnelle qui ne dit pas son nom. Plusieurs se disent que... D'ailleurs, mais nous tous on pense qu'on est mature émotionnellement. Même moi, je pensais que je savais communiquer jusqu'à ce que je me marie. Hein. Que je savais communiquer, que j'étais très stable émotionnellement jusqu'à ce que je me marie. Ça révèle un côté de toi. Mais si au moins tu as une personne qui est au courant et qui est prête à faire ce qu'il y a à faire pour changer ou bien pour changer les choses, c'est encore bien. Oui. Parce qu'il y a d'autres qui ne vont rien faire. Elle n'est même pas au courant. Tu vas te plaindre n'importe comment. Elle ne va pas comprendre qu'elle a des manquements à ce niveau. Plusieurs pensent être stables jusqu'à ce qu'il y a des déclencheurs. C'est-à-dire des choses qui se produisent, qui viennent déclencher un truc. C'est là où tu sauras si tu étais vraiment stable émotionnellement ou pas. Donc il faut regarder ça attentivement. Faut pas blaguer avec. Faut pas. Quand tu conseilles quelqu'un qui est immature émotionnellement, que ce soit homme comme femme, s'il y a moyen, non, abstiens-toi. Abstiens-toi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut la paix, il faut une sorte de perfection, non. Mais il y a un degré de maturité que chacun doit avoir à un certain âge. Et si cette personne ne l'a pas, ne sait pas communiquer, ne sait pas s'exprimer sans péter un câble, ne sait pas dire « Oh, tu m'as offensé ou tu as fait telle chose qui ne m'a pas plu », sans mettre la maison sans dessus dessous, sans piquer des crises, franchement. C'est que ce serait très compliqué. C'est que votre maison va devenir un terrain de guerre. Alors que la maturité émotionnelle voudrait que chacun puisse s'exprimer calmement. Même quand tu es contrarié, que tu puisses le dire calmement. Il ne faut jamais t'exprimer quand tu es fâché. Quand il fait ce qui ne va pas, fais ce qui te revient. Quand vous avez un moment calme, ou peut-être avant le coucher, ou peut-être un week-end, quand vous entrez faire votre grasse matinée, tu peux en parler. Chérie, tu as fait telle chose, ça m'a pas plu, ça m'a vraiment blessé. Quand tu prends les choses calmement comme ça, la plupart du temps, la personne ne va pas se sentir brusquée ou agressée ou confrontée. Il va plus t'expliquer que, oh chérie, je suis désolée, ce jour-là, vraiment, j'étais tellement stressée et quand je suis arrivée, je t'ai parlé, j'ai eu l'impression que tu m'ignorais, raison pour la... Donc la personne va t'expliquer, la personne va te dire. Il y a des gens qui ne savent pas. Tu fais quelque chose qui l'énerve, au lieu de venir te dire que ouais, ceci ne me plaît pas, elle préfère commencer à piquer les crises, tu parles, tu tousses même seulement, on commence à t'insulter. Tu dis que j'ai fait quoi? La personne ne parle pas. Très bien. Sixième erreur que les gens commettent, c'est être avec les gens avec qui ils ont des objectifs divergents. Des objectifs divergents. Il y a des couples que moi-même je vois qui se gâtent, vous voyez. Après, quand tu parles avec la personne essaie un peu de t'expliquer ce qui n'a pas marché, c'est monté, c'est descendu. Quand la personne t'explique, tu dis que mais dès le départ, tu n'as pas vu que l'affaire, ça devait être un problème. La personne dit que non, mais c'est si, mais... Tu dis oui. Donc, tu pensais vraiment que la personne allait faire un compromis aussi grand? Dès le départ, c'était... ça ne devait pas marcher, ça ne devait pas donner. Toi-même, tu vois que c'est clair, ça ne devait pas donner. Toi-même, tu vois que dès le départ, ça ne devait pas donner. Comment tu as pu passer à côté de ça? La personne commence à faire comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Que vous n'avez jamais regardé vers la même direction. C'est normal
que ça finisse ainsi. Je ne sais pas si les gens rêvent souvent ou je ne sais pas quoi. C'est tellement désolant parce que c'est une perte de temps et d'énergie. Choisissez les gens avec qui vous avez les mêmes objectifs. Les gens avec qui vous regardez vers la même direction. C'est très important parce que même l'ambition ou les objectifs de vie peuvent être une grande source de conflit dans le couple. Il va aller au nord, toi tu vas aller au sud. Il veut tourner à gauche, toi tu veux tourner à droite. Ça sera un problème. La 7e erreur que les gens font, c'est faire trop de compromis. Oui, je parlais un peu dans les couples qui se mettent ensemble alors qu'ils n'ont pas le même background, ils n'ont pas le même ceci. Ça fait en sorte que l'autre se retrouve à faire trop de compromis. Et trop de compromis tue le compromis. Ça serait comme si tu es dans le couple là, tu ne gagnes rien. Ce n'est qu'à toi de chaque fois te mettre en retrait pour que l'autre... Et ça va être un problème à la longue. Ça va être un problème à la longue. Donc mettez-vous avec des gens que sur le papier déjà il y a compatibilité. Comme ça, s'il y a à faire des compromis, que les compromis là soient raisonnables. Et que les compromis là soient partagés. Parce que tôt ou tard, en tant qu'être humain, tu vas arrêter, tu vas te demander qu'est-ce que je gagne même dans cette relation. Qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Qu'est-ce qu'on a déjà fait qui me favorisait aussi? Et c'est comme ça que ça va créer de l'amertume ou des rancunes qui vont rester là et s'accumuler. Un jour, ça va exploser. C'est comme ça. Donc, ne faites pas trop de compromis. Il y a aussi des choses sur lesquelles il ne faut pas faire de compromis. Toi, tu connais les choses là qui te tiennent à cœur. Ces choses là qui sont importantes pour toi. Ne fais pas de compromis sur ça. Tu penses que tu aimes trop la personne à le moment là. Mais plus tard, je t'assure que tu vas tenir cette personne responsable de ton malheur ou de ton échec de vie. Tu vas passer autant à dire comment, oh j'étais comme si j'étais comme ça, c'est toi qui as dit que oh, je voulais faire telle chose dans ma vie. Si tu savais que ta carrière était très importante pour toi, il ne fallait pas faire des compromis sur ça. Il ne fallait pas accepter quand il t'a dit que non, arrête de travailler, reste à la maison, tu t'occupes de nos enfants. Il ne fallait pas accepter. Il fallait dire non, trouvons une autre solution parce que moi, je ne peux pas. Tu sais à quel point ma carrière est importante pour moi. Je ne peux pas. Il devait se fâcher et dire que non, tu es mauvaise, mais tu es mauvaise ici, tu es mauvaise, c'est là. Mais vous devrez trouver un compromis ou bien une entente de trouver une autre solution qui ne devait pas te pousser à abandonner tes rêves et plus tard devenir amer. Parce que certains hommes sont encore tellement égoïstes et méchants. Il va te pousser à abandonner tes rêves et plus tard va te divorcer. Il va te divorcer, tu vas quitter de cette relation 20 ans après sans rien. Tu as tout abandonné pour lui, tu es obligé de recommencer ta vie après de 55 ans ou 60 ans. Ne faites pas de compromis sur certaines choses. Faut pas. Et quand tu avais un homme qui ne te pousse pas vers le haut, ou bien partenaire, c'est-à-dire homme comme femme, qui ne t'encourage pas à te surpasser ou à devenir la meilleure version de toi-même, vraiment pose-toi des questions. 8e erreur que les gens commettent, c'est la rancune. Il y a tellement de personnes qui sont très rancuniers. Si tu sais que tu es très rancunier et que tu ne pardonnes pas facilement, s'il te plaît, ne te marie pas. Ne te marie pas. Parce que ta meilleure personne là va faire des choses quotidiennement qui vont t'énerver. Que si tu passes autant à garder, si un jour tu vas appuyer son cou. Ne te marie pas. Parce que le mariage, c'est le pardon. L'amour, c'est le pardon. La personne va t'offenser. Si toi, tu mets encore ton gars ou ta femme sur un piédestal, disant que non, il ne va pas vraiment... Qui aime bien, châtie bien. Hein? Comme tu aimes la personne, là, c'est comme ça qu'un jour, tu vas détester cette personne. La personne va faire des choses que tu vas rester comme ça. Il va falloir que tu pardonnes. Et que vous recommencez, vous vous mettez ensemble comme si de rien n'était. Donc il faut être prête à pardonner. Donc si tu es une personne rancunière, pardonne, ne te marie pas. Ou bien si tu constates que la personne que tu veux épouser est trop rancunier, manque de choses, il fait 4 jours, une semaine sans te parler, ma chérie. Fais-toi une faveur, banque-le. En anglais, on dit keep malice. Les gens qui gardent rancune là. Tu fais moins de choses. Il peut lui faire 1 mois, hein. Il ne te parle pas lui. Il est fâché. Il est fâché. Il gonfle comme le tapioca. Ou bien il gonfle comme le tapioca. Il passe au temps. Ma chérie, mon frère, fais-toi une faveur, banque-moi cette personne. Cette personne va te donner, comment il va dire. Comment vous faites même? Vous restez 1 mois à la maison, vous ne parlez pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, quand tu demandes, c'était quoi le problème? On te raconte un truc sans queue ni tête. Tellement désolant. Pardon, si tu es rancunier, pardon, reste chez tes parents avec ta... 9e erreur, ce n'est pas discuter des finances avant de se marier. Les finances gouvernent tout. L'argent là, c'est tout. Yes, ceux-là qui vont dire que oh, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parce que tu es pauvre. L'argent, c'est tout. Et il faut parler dès le départ comment vous allez gérer vos finances. Si vous allez faire 50-50 ou 40-60 ou 30-70, il faut parler. Si tu es le genre de femme que tes 5 francs ne sortent pas dans ton foyer là, il faut dire au gars là dès le départ. Il faut dire au gars là que non, où je suis là, je travaille pour ma famille.
Et ton argent là, c'est ce que nous on va manger ici à la maison. Il faut lui dire ça. Comme ça, si ça l'arrange, tant mieux. Si ça l'arrange pas, tu cherches la personne avec qui tu vas faire ça. Il faut discuter des finances. Parce que les finances, après le sexe, d'ailleurs même, les finances, et quoi que les finances c'est premier, non, les finances viennent avant le sexe, oui. Parce que les finances est l'une des plus grandes raisons ou des grandes causes de divorce. Il faut parler des finances. Et il faut voir le rapport que l'autre a avec l'argent. Si la personne est trop dépensier, s'il n'est pas, si c'est ceci, c'est ça, il faut en parler, il faut observer. N'est pas juste parler. Parce que les gens sont trop forts pour dire ce qu'ils ne sont pas. Ils vont te dire, oh, c'est monté, c'est descendu, mais concrètement, c'est faux. C'est faux, ils vont te dire comment, oh, il économise beaucoup, il est ceci, c'est là, pour que ça fasse beau sur le papier. En réalité, c'est un grand dépenseur. C'est une passoire, comme Philippe Simon dit, c'est une passoire. Et si tu es en train d'épouser une passoire, il faut savoir. Et savoir comment tu vas gérer. Pour d'autres, ils sont même honnêtes et te disent clairement que oui, je suis une passoire. Là, tu sais que non, c'est toi qui vas gérer les finances. Il y a des hommes comme ça. Quand les salaires tombent là, il donne l'argent de la nourriture à sa femme, il donne ça. D'ailleurs, même il donne même son salaire à sa femme. Sa femme dit que ok, prends ça, l'autre tu arrêtes tes poches avec. Elle gère les dépenses de la maison. Parce que lui, il est trop dépensier. Il est trop... C'est une passoire. S'ils ne font pas comme ça, ils ne vont rien réaliser dans leur vie, ils ne vont rien garder. Donc, il faut savoir à qui tu as fait financièrement. Parce que c'est un point crucial dans le couple. Il faut que vous parlez de comment vous allez gérer le couple. Comment vous allez faire. Comment vous allez vous en sortir. Si c'est qu'il va falloir que je travaille, ou si je ne travaille pas, ou si un salaire est suffisant, ou c'est monté, c'est descendu, il faut en parler, tout ce qui concerne l'argent. Et maintenant, si vous êtes en euro, même il faut parler des taxes. Ici, là, on appelle ça les Steuerklasse, c'est-à-dire les classes de taxes en fait. Parce que pour les couples, quand tu es seul, tu es dans une classe. Quand tu es célibataire, tu es dans une classe. Quand tu te maries, il y a les différentes classes. Soit vous faites le 4-4, c'est-à-dire fier, ou bien vous faites le drive-fum, ou bien vous faites le ceci, c'est là. Il y a tellement de trucs. Vous devez en parler. Parce que la classe de taxes dans laquelle vous vous trouvez va influencer votre couple. Il faut parler des Steuerklasse. Si vous êtes ici, là, en Europe, je crois qu'en France, quand même, ils doivent aussi avoir un truc comme ça. Aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas. Mais en Europe, c'est comme ça. Parce que la classe de taxes dans laquelle vous vous trouvez va se refléter dans vos finances. Il faut que, si vous décidez de faire fünf drei, c'est que plusieurs couples font, surtout quand il y a une grande différence salariale, il faut peut-être accepter le fait qu'on va plus te couper à la fin du mois. Toi, à la femme, tu auras moins d'argent. Mais ça va se répercuter chez ton mari qui aura plutôt plus d'argent. Il faut que cela t'arrange. Parce que je parle avec plusieurs femmes, elles commencent à te dire comment, oh, Patty, vraiment, je savais que c'était comme ça, mais je ne savais pas que ça allait faire comme ça. Elles commencent à te raconter des trucs sans queue ni tête. Et c'est source de conflits dans le couple. C'est comme ça que naissent les conflits. Ou bien, pour d'autres ici, là, ils vont te dire comment, non, il faut que tu travailles à temps partiel, il faut que tu travailles à temps plein, il faut que tu sois prête à l'accepter. Parlez de ça dès le début. Et la 10e erreur que les gens font, avant de dire oui en 2025, c'est outrepasser les exigences médicales. Je n'ai pas su comment paraphraser ce point. J'ai essayé de mettre ça comme ça, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Par exemple, vous voulez vous marier. Vous partez faire les examens prénuptiaux. On te dit, ou bien on vous dit, que vous n'êtes pas compatible. Dû peut-être à votre, comment on appelle ça, soit le sang, vos examens sanguins, je sais pas trop, il y a d'autres combinaisons là qui ne donnent pas, genre, ben c'est positif, positif, c'est négatif, négatif. Quoi c'est négatif, négatif, un truc de ce genre. Ou bien, votre rhésus n'est pas compatible. Si vous mettez ensemble, vous allez accoucher des enfants malades. D'ailleurs, la probabilité que vous accouchez des enfants malades est très élevée. Ceux-là qui sont porteurs du gène de la drépanocytose, c'est-à-dire les AS ou les SS. On vous dit ça, vous dites que non. On s'aime tellement. C'est monté, c'est descendu. Ou bien on regarde dans votre historique, on voit que vous avez les gènes de trisomie par exemple. Donc, si vous vous mettez ensemble, vous allez accoucher les Mongols, c'est-à-dire ceux-là qui souffrent de la trisomie et consorts. Vous dites que vous vous aimez tellement que non, les médecins là ont fait erreur. Il y a même d'autres qui ont dit que non, le médecin a fait erreur. On t'a là, on a dit que c'est bon. Je ne vais pas trop parler sur ce point. Vous connaissez déjà. Ce mariage là, c'est voué à l'échec. Parce que vous pensez
que votre couple là se limite qu'à vous, à votre amour. Moi je trouve que c'est même tellement égoïste. Vous ne pensez pas aux enfants qui vont venir naître avec un handicap, qui vont venir sur terre avec un handicap. La vie est déjà dure même pour nous-mêmes qui sommes bien portants. Combien de fois pour quelqu'un qui vient déjà avec un désavantage, c'est-à-dire vient déjà avec un problème. Et vous connaissez combien ça va vous coûter financièrement? Vous connaissez? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir un enfant qui a un handicap? Que ce soit physique, mental ou de santé. Il y a maintenant beaucoup de cas d'autisme et consorts. Pour certains, on leur dit ça à l'hôpital. Parfois, tu es même enceinte, on te dit. Parce qu'ici, là, dans le Mali, on fait tous les examens là. Quand tu atteins les 20 semaines, 21 semaines, on fait tous les examens là. Et on te dit, si tu veux, on met un terme à la grossesse. Si tu veux, on ne le fait pas. Avant, moi-même, je disais que non, tous les enfants viennent de Dieu, c'est monté, c'est descendu. Mais voyant à quel point un enfant qui est même bien portant est difficile et stressant, je n'imagine même pas un enfant qui a des besoins spéciaux. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Et je dis toujours à n'importe qui me parle de ces sujets que Dieu ne peut pas te donner ton mari. Donc celui-là qui a dit que ma fille, voici ton mari, ou bien mon fils, voici ta femme. Et cette personne n'est pas compatible avec toi sur le plan biologique. S'il y a un problème là-bas, c'est que ce n'était pas ta part. S'il y a un problème là-bas, c'est que ce n'était pas ta part. Pardon, accepte et on avance. Pardon, comme on dit chez nous, je tape les mains, laisse. Faut laisser. Faut laisser. Plusieurs pensent que non, on s'aime tellement. Vous vous aimez plus que qui? Vous ne savez pas qu'à un certain point de la relation, c'est même seulement les enfants là que vous avez eu qui vous soutiennent, qui fait que vous restez ensemble. Vous croyez que c'est toujours l'amour, l'amour, l'amour? Vous pensez que tout ça, que votre truc là, ce n'est qu'entre vous? Vous avez pensé aux enfants là? Moi, j'ai eu des camarades qui souffraient de la drépanocytose. Hein? Il y a même une que quand on était en seconde, elle est morte. Elle a fait une crise, elle est morte. Que son âme repose en paix. C'est difficile pour la famille et pour elle-même. C'est très difficile. Financièrement, émotionnellement, c'est trop. Vous n'aurez plus de vie. Vous ne saurez même plus vous concentrer sur les autres enfants parce que l'autre a toujours toute votre attention. Quelque chose est en train de se passer. Faites pas ça. C'est une erreur monumentale. Ne faites pas ça. Même ces enfants-là, quand ils sauront, vont vous détester. Parce qu'ils vont dire que vous n'avez pas pensé à eux. J'écoutais l'interview de ces enfants-là qui sont atteints de drépanocytose et d'autres parlaient comment ils détestent ses parents de l'avoir mise dans cette situation. Qu'ils savaient qu'ils étaient porteurs, qu'ils étaient AS tous les deux, mais ils ont quand même eu des enfants. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Don't do that. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous dire, mais ne commettez pas cette erreur. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Je vous assure que quand la vie là va vous montrer le feu, vous allez même vous détester. Toi, vous allez vous détester parce que votre couple va se détériorer. Un peu, un peu. Toi, la femme, tu serais fatiguée de chaque fois porter la vie, porter un enfant et qu'il soit malade. Bref, les amis, j'espère que vous avez compris et que ces 10 points vont guider vos choix. Pour que par la grâce de Dieu, vous rencontrez la personne là qui va vous élever, avec qui vous allez vivre des bons moments. Je ne dis pas que même quand on fait le bon choix, il n'y a pas de challenge dans le mariage. Mais c'est moins pénible. C'est plus supportable. Le mariage est déjà dur, mec. Donc quand tu ancres déjà dedans avec des problèmes comme ça, franchement, ça complique la tâche. Raison pour laquelle plusieurs finissent par des divorces. Surtout des divorces difficiles qui affectent les enfants et qui marquent les enfants à jamais. Et quand tu as déjà un mariage qui a échoué avec fracas comme ça te marque même toi l'adulte. Il y a de fortes chances que ta vie serait sûrement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc faites attention. Ne soyez pas rapide pour prendre cette décision-là. Attendez de rencontrer la personne. Quand vous allez rencontrer la personne, vous allez sentir ça dans vos entrailles que oui, j'ai trouvé la personne. On va vous demander pourquoi vous n'allez pas pouvoir expliquer. C'est la personne, je ne sais pas, c'est ça. Donc attendez cette personne. Soyez patient. Priez si vous aimez Dieu ou si vous priez souvent. Que le Seigneur vous donne le discernement pour que vous puissiez trouver la bonne. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez adoré. Si vous avez des choses à ajouter, dites-moi en commentaire.
C'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Bye bye. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et surtout active la cloche de notification.